Le 2 juillet 1937, alors que le soleil se levait, Amelia Earhart savait qu'elle était en difficulté. À la radio, elle a annoncé « Nous devons être sur vous, mais nous ne pouvons pas vous voir. Nous sommes bientôt à court de carburant. Nous n'avons pas pu vous joindre par radio. Nous volons à 1000 pieds. » Sous elle, c'était de l'eau, et rien que de l'eau à perte de vue. Elle s'est retrouvée dans cette situation à cause d'une série d'événements malheureux et de mauvaises décisions. La plupart auraient pu être évités avec une meilleure connaissance de la physique. Mais même ainsi, il y a une chose qu'elle aurait pu faire à ce moment-là, un interrupteur qu'elle aurait pu basculer, qui lui aurait probablement sauvé la vie et changé l'histoire. J'espère accomplir quelque chose de vraiment utile scientifiquement pour l'aviation. Et elle ne prenait aucun raccourci. D'autres circumnavigations réussies avaient suivi une route nordique, demeurant surtout près des terres. Mais le trajet d'Earhart serait bien plus long en suivant un chemin proche de l'équateur. Cela signifie que la dernière partie de son voyage était la plus difficile, traversant toute la largeur de l'océan Pacifique. Le point de départ de cette traversée était Lae, une ville sur la côte est de la Nouvelle-Guinée. À l'époque, c'était l'un des aéroports les plus fréquentés du monde, un carrefour de trafic en provenance d'Asie et d'Australie. À 10 heures du matin, par une chaude journée de juillet, Earhart a piloté son Lockheed Electra sur la piste et a décollé pour ce qui serait son dernier vol. L'océan Pacifique est immense. Il est bien plus grand que l'Atlantique. Si vous regardez le globe de ce côté, vous ne voyez presque aucune terre. Le problème était qu'en 1937, la plupart des avions pouvaient seulement voler un maximum de quelques milliers de kilomètres. Donc, Earhart a enlevé tout ce qui était inutile de son avion. Elle a arraché l'isolation pour réduire le poids, mais cela a rendu le bruit du moteur si écrasant qu'elle a dû communiquer avec son navigateur, assis juste à côté d'elle, en utilisant des notes écrites. Elle n'a pris que le nécessaire, expliquant à son mari que plus de vêtements et de nourriture auraient été un poids et un souci supplémentaire. Elle a remplacé les sièges passagers par des réservoirs de carburant, transformant effectivement son avion en une canette de gaz volante. Mais même ainsi, la portée maximale de l'Electra était entre 6600 et 7200 km par temps parfait. Cela serait tout juste suffisant pour atteindre Hawaï depuis Lae, ou alors elle pourrait se planter de manière désastreuse. Earhart avait donc besoin d'un endroit pour s'arrêter et refaire le plein pendant son vol. Maintenant, on pourrait croire qu'il n'y a aucune terre ici, mais si vous zoomez, il y a cette minuscule île à mi-chemin entre l'Australie et Hawaï. L'île Howland mesure un peu plus de 2 km de long et moins d'1 km de large. Les États-Unis l'avaient revendiquée dans le cadre du Guano Islands Act de 1856, mais en 1937, elle était à peine habitée avec seulement une poignée de colons. Ce serait l'emplacement idéal pour refaire le plein si seulement il y avait une piste d'atterrissage. Heureusement pour Earhart, au moment de son vol autour du monde, elle était déjà célèbre. En 1928, elle est devenue la première passagère à traverser l'Atlantique en avion. Cela l'a rendue mondialement célèbre. Elle a dit qu'elle pouvait le faire et elle l'a fait. Mais elle voulait piloter elle-même, disant « Peut-être qu'un jour, je tenterai de voler seule. » Alors, en 1932, elle a tenté de piloter un avion en solo à travers l'Atlantique, en direction de Paris. Elle n'a emporté avec elle qu'une brosse à dents, un récipient de soupe et 3 canettes de jus de tomate. Mais des tempêtes, de la glace et un brouillard dense ont malmené son petit avion. Une fissure est apparue dans le collecteur d'échappement et les flammes du moteur se sont échappées dans la nuit. Du gaz s'est échappé d'un réservoir cassé et a coulé sur son cou, et après 14 heures, elle a atterri dans un pâturage en Irlande du Nord. Son visage était si graisseux qu'un ouvrier agricole ne pouvait dire si c'était un homme ou une femme. Il lui a demandé si elle venait de loin. « De l'Amérique », lui a-t-elle répondu. « J'aurais aimé pouvoir faire ce vol plus rapidement. » Ces aventures l'ont amenée dans les orbites de personnes puissantes, comme la première dame, Eleanor Roosevelt. « Madame Roosevelt, n'iriez-vous pas faire un tour dans le ciel de Washington ce soir? » C'est vraiment charmant la nuit quand on est là-haut.
Grâce à ces nouvelles relations, elle a fait pression sur le président pour nommer son ami, Eugene Vidal, à la tête du bureau du commerce. Vidal avait promis à Earhart une piste d'atterrissage sur l'île de Holland, mais la bureaucratie a retardé les progrès seulement quelques mois avant la date prévue de son décollage. Alors Earhart a écrit directement au président Roosevelt. Elle a expliqué que les fonds pour la piste d'atterrissage nécessitaient une approbation immédiate, écrivant « Veuillez pardonner à cette aviatrice encombrante pour qui ce projet de l'île de Howland est la clé de cette tentative d'un vol autour du monde. » Le président a approuvé le projet 4 jours plus tard, et 3 pistes ont été rapidement dégagées. Elle avait donc un endroit où atterrir, mais comment allait-elle trouver cette île, ce minuscule point au milieu d'un océan si vaste? Eh bien, avec elle, à bord de l'Electra, se trouvait son navigateur Fred Noonan, et il calculerait le plan de vol. Il connaissait la direction de Howland, ils pouvaient donc utiliser la boussole à bord pour définir leur cap vers celle-ci. Ils connaissaient leur vitesse aérienne et pouvaient calculer leur vitesse au sol en soustrayant ou en ajoutant le vent. Ils pouvaient alors estimer le temps nécessaire pour rejoindre l'île. Cette méthode est connue sous le nom de navigation à l'estime. Mais ils ne viseraient pas directement l'île, car s'ils faisaient cela et qu'ils ne la voyaient pas au moment prescrit, ils ne sauraient pas dans quelle direction ils se sont trompés. Ils ont donc délibérément choisi un point au nord ou au sud de l'île. Disons qu'ils ont choisi le sud. Ils ont estimé que le voyage prendrait 18 heures. Ils voleraient donc jour et nuit. Et une fois qu'ils auraient voyagé pendant la durée calculée, ils pourraient se tourner avec confiance vers le nord et repérer l'île. Avant le décollage, l'équipe au sol prévoyait un vent de face de 24 km/h. 20 minutes après le décollage, Leigh a contacté Earhart par radio pour l'avertir de vent de face plus fort. Elle n'a pas accusé réception de leur message. Connaître la vitesse du vent correct était crucial, car cela affecterait le temps qu'il faudrait pour atteindre l'île. Si cela prenait plus de temps, Earhart devrait tourner plus tard. Elle ne pouvait donc pas se fier uniquement à la navigation à l'estime pour atteindre Howland. Comme vérification indépendante de leur position, Noonan prendrait des mesures du Soleil, de la Lune et des étoiles. On appelle cela la navigation céleste. Il avait un almanach qui listait 58 étoiles de navigation et le point sur Terre où chacune d'elles serait directement au-dessus pour le jour et l'heure de sa mesure. S'ils se trouvaient directement sous une étoile de navigation, ils connaîtraient aussitôt leur position. Mais généralement, ils n'auraient pas cette chance. Donc, Noonan mesurerait l'angle au-dessus de l'horizon jusqu'à une étoile de navigation et utiliserait cela pour calculer à quelle distance il se trouvait du point sur la Terre où cette étoile serait directement au-dessus. Il pouvait donc tracer un cercle sur le globe des emplacements possibles. Puis il mesurerait l'angle jusqu'à une autre étoile de navigation et tracerait un deuxième cercle. Et maintenant, ils doivent être à l'une de ces deux intersections de cercles. Normalement, les cercles étaient si grands que seule l'une des intersections serait une position plausible. Ainsi, ils pouvaient constamment actualiser leur position et ajuster les orientations si nécessaire. Mais même avec la navigation céleste, des erreurs pouvaient s'accumuler lors de longs voyages. Un peu plus tôt dans le voyage, quand Earhart traversait l'Atlantique, ils ont raté leur aéroport cible à cause du brouillard. Les calculs de Noonan étaient raisonnables, mais de petites erreurs les ont fait dévier. Heureusement, l'Afrique offrait de nombreux autres sites d'atterrissage sûrs. On ne pouvait pas en dire autant pour Howland. Ainsi, pour le vol à travers le Pacifique, Earhart a pris le commandement de 3 navires américains de la marine et de la garde côtière. L'Itasca serait stationné à l'île Howland. L'Ontario serait à mi-chemin de la route et le Swan était positionné à mi-chemin entre Howland et Hawaï. L'Itasca enverrait des signaux de fumée à l'approche d'Earhart pour l'aider à repérer l'île. Mais plus important encore, tous les navires étaient équipés de radios. En 1937, la radio était une technologie encore relativement nouvelle. Le physicien allemand Heinrich Hertz a découvert les ondes radio à la fin des années 1880. Il a excité les électrons pour qu'ils oscillent d'avant en arrière dans son émetteur, et à quelques mètres de là, son récepteur était une boucle de fil avec un petit écart. Au microscope, Hertz a pu voir de petites étincelles jaillir à travers l'interstice dans l'obscurité.
Les étincelles étaient plus intenses quand la boucle de réception était à plat. Si elle était verticale, aucune étincelle n'était observée. Cela a démontré que les ondes radio sont des ondes transversales, avec des champs électriques et magnétiques oscillant perpendiculairement l'un à l'autre et perpendiculairement à la direction du mouvement de l'onde. Lorsque la boucle de réception était alignée avec la direction de l'onde, le champ magnétique changeant à travers la boucle induisait une force électromotrice créant l'étincelle. Mais si la boucle était face à l'émetteur, alors il n'y avait pas de changement de flux magnétique à travers la boucle et donc aucune étincelle n'a été observée. Hertz ne pouvait pas voir l'avenir qu'il avait initié. Il a dit « Je ne pense pas que les ondes sans fil que j'ai découvertes auront une application pratique. » Mais en quelques années, les gens ont commencé à envoyer des messages par radio. Et dans les années 1920, les émissions de divertissement à la radio ont décollé. Les navires et avions utilisèrent la radio pour envoyer du code Morse, et certains, dont Earhart, pouvaient échanger des messages vocaux. En fait, Earhart avait 5 antennes radio autour de l'avion, chacune pour un objectif spécifique. La plus grande antenne pouvait être enroulée et déroulée comme une ligne de pêche derrière l'avion. Elle mesurait 76 mètres de long, ce qui était nécessaire pour envoyer et recevoir efficacement le code Morse via les ondes radio de 400 ou 500 kHz utilisées par les navires et les stations éloignées. Idéalement, une antenne devrait mesurer au moins un quart de la longueur d'onde de l'onde radio qu'elle émet ou reçoit. Cela améliore l'efficacité de la conversion de l'énergie électrique en énergie électromagnétique rayonnée. L'antenne de traînée d'Earhart n'était qu'environ 1/8 de la longueur d'onde, mais elle était connectée à un émetteur de haute puissance, donc ces signaux pouvaient encore être détectés à plus de 1000 km de distance. Ensuite, il y avait 2 antennes pour les communications vocales sur des fréquences plus élevées, une antenne de transmission V sur le toit de l'avion et une antenne de réception le long de son ventre. Les fréquences radio élevées étaient utiles pour 2 motifs. D'abord, elles requièrent des antennes plus petites, réduisant le poids et s'adaptant mieux aux avions de petite taille et peu densément peuplés. Et deuxièmement, les ondes radio à haute fréquence peuvent parcourir de longues distances en rebondissant sur une couche de l'atmosphère appelée l'ionosphère. À partir d'environ 50 km au-dessus de la surface de la Terre, le rayonnement du Soleil sépare les électrons des molécules, formant une couche d'ions et d'électrons libres. Les ondes radio à certaines fréquences interagissent avec ces électrons libres et sont effectivement réfléchis vers la Terre. C'est comme s'ils avaient rebondi sur un grand miroir vacillant dans le ciel. Cet effet est appelé saut et il disperse les ondes radio partout. Ces ondes radio peuvent ensuite se réfléchir sur l'océan et rebondir sur l'ionosphère, effectuant plusieurs sauts pour parcourir des milliers de kilomètres. Pendant la journée, l'intense radiation du Soleil signifie que l'ionosphère commence plus bas, dans une atmosphère plus dense, et à cause de cela, les ondes radio de fréquence plus basse sont plus susceptibles d'être absorbées que réfléchies. Ainsi, les aviateurs utiliseraient généralement les fréquences élevées, 6210 kHz, pour leurs signaux pendant la journée, puis les moins élevés, comme 3105 kHz la nuit, une fois que le bas de l'ionosphère s'était élevé dans un air plus mince. 4 heures après le décollage, Earhart a transmis une mise à jour à Ley sur sa fréquence diurne de 6210. Elle a signalé son altitude à 7000 pieds et sa vitesse à 140 nœuds avant de conclure avec sa signature habituelle « Tout va bien ». Mais elle n'a jamais répondu à Ley concernant le vent de face. Ils ont de nouveau émis à la radio à 11h, 20 et midi 20, mais n'ont jamais reçu de réponse d'Earhart. Il est probable qu'elle ne les ait jamais entendus. Elle a émis à la radio 6 heures après le décollage pour signaler des vents contraires plus forts sans mentionner les avertissements précédents de Ley. Il est possible que l'antenne réceptrice de la soute ait été cassée, qu'elle soit tombée ou que quelque chose dans l'électronique de réception ne fonctionnait pas. Mais sa capacité à recevoir des messages vocaux était clairement altérée. 9 heures après le début du vol, Earhart s'attendait à tomber sur l'Ontario. Elle a cherché à entendre les codes Morse N sur 400 kHz, mais elle n'a rien entendu. Le plan initial était que l'Ontario attendrait qu'elle les contacte par radio pour demander qu'ils commencent à transmettre, mais la veille du décollage,
Earhart a réalisé qu'elle avait fait une erreur. L'Ontario lui avait dit qu'il ne serait pas en mesure de recevoir des signaux haute fréquence, ce qui signifiait aucune communication vocale. Alors, elle a envoyé un télégramme urgent demandant à l'Ontario de transmettre les fins de code Morse de manière répétée 10 minutes après chaque heure. Le but du code Morse de l'Ontario était en fait de permettre à Amelia Earhart d'utiliser ses 2 dernières antennes. Alors, elle avait une antenne en boucle, tout comme celle-ci, et une antenne de détection. Ces ondes étaient conçues pour localiser leur source radio. C'était la dernière et la plus essentielle des méthodes que Earhart comptait utiliser pour garder le cap et trouver l'île Howland. Elle a écrit « Je doute que je tenterai le vol vers la minuscule île Howland sans cela pour compléter les compétences de Fred Noonan. » D'accord. Donc, j'ai une antenne ici et je l'aligne verticalement dans cet arbre. Comment allons-nous là? Donc, l'Ontario envoyait des signaux en code Morse sur leur antenne. Ici, nous avons un émetteur réglé à environ 3,6 MHz. Je vais mettre ce bandeau sur les yeux et utiliser l'antenne boucle pour essayer de localiser l'émetteur. Et comme je sais déjà où se trouve l'émetteur, on va me faire tourner plusieurs fois pour vraiment me désorienter. Clifford, oh désolé. Oh, regarde! Dans quelle direction tu vas? D'accord, ouais, je suis un peu étourdi. Donc les ondes radio vont être émises dans toutes les directions radialement à partir de l'antenne. Le champ électrique oscillera de haut en bas et le champ magnétique oscillera d'avant en arrière. Donc si je tiens cette boucle comme ça, en quelque sorte parallèle à la direction dans laquelle les ondes se déplacent, alors le champ magnétique va changer à travers la boucle. Et à cause de cela, cela va créer un champ électromagnétique et un courant. Et je peux les capter parce que je suis réglé sur la bonne fréquence ici. Donc, j'ai reçu un signal assez fort. Ouh, c'est très fort. Mais si je tourne la boucle comme ça, eh bien maintenant le champ magnétique oscille d'avant en arrière, mais ne change pas à travers la boucle elle-même parce qu'il est parallèle à la boucle. Et donc, dans cette orientation, je vais obtenir une lecture nulle. Si je le tourne de cette façon, il y a un nul. Mais si vous le tournez de 90 degrés... Maintenant, tout le champ magnétique passe à travers cette boucle, et donc je peux entendre un maximum ici. C'est donc ce qu'Earhart voulait mesurer en utilisant son antenne en boucle pour détecter le code N en morse répété de l'Ontario. Elle le tournerait jusqu'à ce qu'elle trouve le nul, et alors elle connaîtrait la direction du navire. Ce qui est intéressant, c'est que si je le tourne dans l'autre sens, nous obtenons un autre nul, car encore une fois, il n'y a aucun flux magnétique qui passe à travers cette boucle. Maintenant, la première fois qu'elle a capté le signal, elle se dirigeait probablement directement vers le navire ou assez proche. Donc, elle saurait que c'est à peu près dans cette direction. Mais il y a une chance qu'elle soit passée à côté, et si vous dépassez, eh bien alors vous obtenez aussi un nul, mais le navire est derrière vous, pas devant vous. C'est là que l'antenne de détection entre en jeu. L'antenne de détection vous donne un motif de capture cardioïde, donc elle a un seul zéro au lieu de 2 zéros. Et cela vous permet de déterminer s'il est devant ou derrière vous. Si vous marchez un peu, vous saurez si cela devient plus faible ou plus fort. Ouais, d'accord, j'ai l'impression d'avoir choisi la mauvaise direction. Je vais essayer l'antenne de détection pour voir si je peux comprendre. Avec l'antenne de détection, les seuls points nuls pointent directement loin de l'émetteur. Il est donc facile d'utiliser l'antenne de détection pour vérifier quel nul est correct, mais ensuite n'utiliser que la boucle lors de la navigation car elle donne un nul plus net. Je pense qu'en utilisant l'antenne de détection que l'émetteur est juste devant moi maintenant. Je suis en train de chercher un autre nul. Ah, il y a un nul. Essaye. C'est définitivement plus fort, plus fort. Oh, c'est drôle parce que tu bouges un peu et puis tu commences à entendre à nouveau le signal. Je n'ai pas l'impression d'aller dans la bonne direction. C'est la bonne ou la mauvaise direction à prendre. Oh non, essayer de piloter un avion et faire cela serait très difficile, surtout avec le bruit de ce moteur. Il aurait été rugissant. Oh, j'ai l'impression que ça devient bruyant.
Ça s'arrête juste là, je veux dire. Il y a un nul ici et j'étais convaincu que c'était la bonne direction. Ouais, c'est clairement un nul juste ici. Whoa, fort. J'ai l'impression d'être tout proche. Ah! Ça a exceptionnellement bien marché. Je ne savais pas que j'étais si proche. C'est impressionnant. En plein dans le mille. C'est génial. Maintenant, les aviateurs auraient pu utiliser l'endroit où le signal est le plus fort et essayer d'aller dans cette direction. Mais il est en fait plus facile d'obtenir un nul précis, un point où le signal s'interrompt. La section forte pourrait s'étendre sur une assez grande distance et donc vous ne sauriez pas vraiment où elle se trouve, mais le nul est plus précis. C'est donc pour cela qu'il chercherait le point où le signal s'interrompt. Si Earhart pouvait se diriger vers l'Ontario en utilisant sa boucle de radiogoniométrie, cela garantirait qu'elle était sur la bonne voie et éliminerait toutes les erreurs de navigation qui auraient pu se produire jusqu'à ce point. Mais son télégramme, demandant à l'Ontario de transmettre 10 minutes après chaque heure, n'est pas parvenu au navire à temps. Et comme Earhart ne pouvait pas parler à l'Ontario, ils n'ont jamais envoyé de signaux. Ils se sont donc croisés comme des navires dans la nuit. À ce stade, Earhart était à peu près à mi-chemin de Howland. Sans aucune autre piste d'atterrissage dans un rayon de 1000 km, elle devrait trouver la petite île ou retourner à Lae maintenant. Mais de multiples retards avaient déjà entravé son voyage. Ce n'était pas la première tentative d'Earhart de faire le tour du monde en avion. Plus tôt cette année-là, en mars 1937, elle avait décollé de Californie pour Hawaï, se dirigeant vers l'ouest au lieu de l'est. À bord se trouvaient Fred Noonan et un autre membre d'équipage, Harry Manning. En tant que capitaine de la marine marchande, il était expert en radio, en morse et en navigation traditionnelle. Il était aussi pilote. Le vol vers Hawaï a été un succès, en partie grâce à Manning, qui a utilisé l'antenne en boucle pour se diriger vers une balise radio sur l'île de destination. 3 jours plus tard, le trio s'est mis en route pour l'île Howland. Mais au décollage, l'avion a dévié vers la droite. Earhart a corrigé en réduisant la puissance du moteur gauche, mais c'était trop. L'avion a tourné à gauche et l'aile droite a plongé vers le bas. Montant sur une roue, le train d'atterrissage droit s'est effondré, puis le gauche. L'avion a dérapé sur son ventre, faisant un demi-tour pour faire face à la direction d'où il venait. Heureusement, personne n'a été blessé, mais la réparation de l'Electra a pris des mois et pendant ce temps, les vents saisonniers ont changé. Donc, lors de sa prochaine tentative, Earhart devrait voler vers l'est au lieu de l'ouest et surtout, le capitaine Manning a quitté l'équipage. Officiellement, la presse a rapporté qu'il devait retourner chez la marine marchande, mais des rumeurs ont circulé qu'il avait perdu confiance en Earhart, ou qu'Earhart croyait que Noonan était meilleur navigateur que Manning et qu'elle pouvait opérer la radio par elle-même. Quoi qu'il en soit, lorsque Earhart a décollé à nouveau 3 mois plus tard, elle n'était accompagnée que de Noonan. Et maintenant, ils avaient parcouru 80% du tour du monde et dans l'obscurité de la nuit, Earhart devait prendre la décision critique de continuer ou de faire demi-tour. L'absence de signal de l'Ontario a dû inquiéter, mais peut-être n'ont-ils jamais reçu son télégramme. Et elle savait qu'à Howland, l'Itasca transmettrait la lettre A en morse toutes les demi-heures, même s'il n'avait pas de ses nouvelles. Et ils pouvaient envoyer et recevoir des signaux vocaux. Ils ont promis d'être prêts sur une gamme de différentes fréquences. Alors elle a continué à voler. À 6h15 du matin heure locale, les radioamateurs de l'Itasca ont distinctement capté Earhart. Veuillez repérer la position sur 3105. Nous allons siffler au micro. Nous sommes à environ 200 miles l'un de l'autre. Elle a ensuite commencé à siffler. Mais les hommes étaient confus. Ils s'attendaient à ce qu'Earhart repère leur position à eux et non l'inverse. Et bien qu'il lui ait dit qu'ils avaient un équipement de radiogoniométrie, le signal devait être de fréquence plus basse, entre 270 et 550 kHz. La fréquence de sa voix rebondirait sur l'ionosphère et se réfléchirait sur l'océan, se dispersant dans toutes les directions,
Il serait donc impossible de trouver un point nul car le signal viendrait littéralement de partout. Dans l'Electra, Earhart n'entendait que des parasites. Elle devait maintenant s'inquiéter de n'avoir eu aucune nouvelle des deux navires. Presque aveuglée par le lever du soleil et sourde à cause du rugissement des moteurs, Earhart a tourné le cadran de la radio, écoutant la réponse de l'Itasca. Rien. Elle s'attendait peut-être à ce que Howland ait un radiogoniomètre à haute fréquence appelé un réseau d'antennes Adcock. Ces systèmes résolvent le problème de saut avec 5 antennes verticales au coin et au centre d'un carré. La direction de l'onde radio peut être calculée à partir des temps d'arrivée légèrement différents et des intensités de signal à chaque antenne. Mais ces antennes étaient massives. Elles n'étaient donc vraiment installées que dans les grands aéroports. Maintenant, il se trouve qu'il y avait un radiogoniomètre portable haute fréquence sur l'île Howland, mais l'opérateur a signalé que les transmissions d'Earhart n'ont pas duré assez longtemps pour qu'il puisse relever la position. Et, essayant de préserver sa faible batterie, il a manqué des parties des transmissions ultérieures. Vers 6h45, Earhart a demandé un nouveau repérage de position sur 3105 kHz et un rapport dans 30 minutes. Mais une position relevée maintenant et rapportée dans une demi-heure serait au mieux dépassée et au pire trompeuse. Cette confusion était probablement due aux fuseaux horaires. Earhart utilisait l'heure civile de Greenwich, mais l'Itasca réglait leurs horloges sur leur position actuelle, qui était Greenwich Civil Time, moins 11h30. Et pour aggraver les choses, l'île Howland utilisait l'heure d'Hawaï, qui à l'époque était Greenwich Civil Time, moins 10h30. Ainsi, les trois parties tentant un rendez-vous sur une petite île au milieu du Pacifique étaient sur 3 fuseaux horaires différents. Et surtout, les heures d'Earhart ne correspondaient même pas à celles des autres. Earhart a dit à l'Itasca qu'elle utiliserait le Greenwich Civil Time, mais d'une manière ou d'une autre, cela n'est jamais parvenu à la personne en charge de la radio. Donc, lorsque l'Itasca a entendu la demande d'Earhart, il était 6h45 du matin, mais dans le cockpit, il était 6h15 du soir. Donc, il est probable qu'Earhart n'a pas dit dans une demi-heure, mais à la demi-heure, qui pour elle n'était qu'à 15 minutes. Et aussi, c'était un moment prévu où Earhart serait à l'écoute d'eux. Earhart était prudente pour fixer les moments où elle émettrait et les moments où elle écouterait le navire, car elle ne pouvait alimenter qu'une seule antenne à la fois, et les navires utilisaient la même antenne pour recevoir et transmettre. Donc, s'ils émettaient tous les deux en même temps, il manquerait les messages de l'autre. Si Earhart envoyait un autre message un quart d'heure après l'heure, l'Itasca le bloquait avec leur propre message. On ne peut pas repérer votre position sur 3105. Veuillez envoyer sur 500 ou souhaitez-vous relever notre position? Allez-y, s'il vous plaît. Il n'y a eu aucune réponse. Mais elle ne pouvait de toute façon pas émettre sur 500 kHz, car elle avait retiré la longue antenne traînante qui pouvait émettre des fréquences plus basses. Comme elle ne pouvait être utilisée que pour le code en morse, que ni elle ni Noonan ne maîtrisaient réellement, elle la considérait comme un poids mort après le départ de Manning. Après le crash à Hawaï, elle a été retirée pendant les réparations. Elle n'avait donc aucun moyen d'envoyer des ondes radio qui permettraient à l'Itasca de trouver sa position. Mais elle pouvait trouver la position de l'Itasca en utilisant son antenne boucle s'il lui envoyait la bonne fréquence. Avant le voyage, l'Itasca avait demandé à Earhart de préciser la fréquence de diffusion. Earhart n'était pas sûr, alors elle a consulté un expert en radio Alley et ils ont recommandé à l'Itasca d'envoyer le code A en morse, juste des tirets répétés à la demi-heure à 750. Mais à cette époque, il était typique de parler des ondes radio en utilisant leur longueur d'onde, donc l'expert avait voulu dire 750 mètres ou 400 kHz. Mais Earhart a fait une terrible erreur en transmettant ce plan à l'Itasca. Elle a demandé que le signal soit envoyé sur 7500 kHz au lieu de 750 mètres ou 400 kHz. Mais elle a explicitement dit « Si les fréquences mentionnées ne conviennent pas, informez-moi ». Mais personne ne l'a corrigé. À 7h42 du matin, la voix d'Earhart était si forte que les hommes sont même montés sur le pont pour voir s'ils pouvaient entendre un moteur ou repérer l'avion. Elle a dit « Nous devons être au-dessus de vous, mais ne pouvons pas vous voir. Nous sommes bientôt à court de carburant. »
Nous n'avons pas pu vous joindre par radio. Nous volons à 1000 pieds. Sur Howland, le radiogoniomètre haute fréquence était si faible en batterie que l'opérateur radio n'a même pas entendu le message d'Earhart, encore moins relevé sa position. 10 minutes plus tard, Earhart a dit qu'il tournait en rond mais ne pouvait pas les entendre. Continuez sur 7500. L'Itasca a immédiatement envoyé des A sur 7500 kHz. Dans l'Electra, Earhart a entendu le bégaiement des A remplir la cabine. Le soulagement d'entendre enfin quelque chose a dû être écrasant. Elle a rapidement tourné sa boucle de radiogoniométrie pour localiser le nul, mais le signal n'a jamais disparu. La fréquence était trop élevée. Ainsi, les ondes radio de l'Itasca se réfléchissaient et arrivaient de différentes directions. Joseph Gür, un mécanicien radio qui a travaillé sur l'avion d'Earhart, a déclaré plus tard qu'il savait qu'il y avait des limitations aux hautes fréquences qui avaient tendance à sauter et à se courber, créant un faux relèvement de direction radio. Sans un minimum, elle était toujours perdue. Earhart a appelé Itasca de manière frénétique. Vos signaux ont été reçus, mais sont insuffisants pour obtenir un minimum. Veuillez prendre notre position et répondre par la voix. Itasca a tenté d'expliquer le problème. Vos signaux ont bien été reçus. Il est impossible de se repérer grâce à votre voix. Aucune réponse. Sans l'antenne ventrale, elle n'a probablement jamais capté leur communication. Et cela n'aurait pas d'importance si l'Itasca avait envoyé des signaux basse fréquence, parce que la boucle d'Earhart était réglée pour capter 7500 kHz. Le commandant Thompson de l'Itasca connaissait les limites de sa radiogoniométrie. Il avait reçu des messages à la fois du mari d'Earhart, George Putnam, et de la division de San Francisco de la garde côtière, indiquant que Earhart ne pouvait prendre des repères que sur des fréquences entre 200 et 1500 kHz. Mais il pensait soit qu'Earhart en savait plus sur son équipement radio, soit que ce n'était pas à lui de faire des suggestions et de prendre plus de responsabilités pour son vol. Lorsqu'elle a demandé à l'Itasca de lui dire si ces fréquences n'étaient pas appropriées, elle aurait pu faire référence aux capacités du navire plutôt qu'aux siennes. L'Itasca a dit qu'il serait prêt sur les fréquences qu'elle voulait, et plus encore, au lieu de donner des suggestions spécifiques. La division de la garde côtière de San Francisco a essayé de faire en sorte que le commandant Thompson prenne plus de responsabilités pour les communications radio d'Earhart en suggérant qu'il dise directement à Earhart quelle fréquence utiliser. Mais Thompson leur a essentiellement dit de se mêler de leurs affaires. L'Itasca a communiqué directement avec Earhart à partir de ce moment-là. Le radio-opérateur a continué d'essayer de joindre Earhart et juste avant 9 heures du matin, la voix d'Earhart a soudainement éclaté à nouveau. Nous sommes sur la ligne 157-337. Nous répéterons cela sur 6210 kHz. Nous circulons sur la ligne nord et sud. Sa voix était désespérée. Elle semblait sur le point d'éclater en sanglots ou en cris. C'était le dernier message que l'Itasca a entendu. Il existe un certain nombre de théories du complot sur ce qui est arrivé à Earhart après cela, mais les preuves semblent claires qu'elle a manqué de carburant quelque part au-dessus du Pacifique et s'est écrasée en mer. 2 heures après son dernier message, l'Itasca a quitté Howland pour chercher l'Electra au nord et à l'ouest. D'autres navires et avions de la marine et de la garde côtière ont rejoint la recherche pendant plus de 2 semaines. Jusqu'à ce point dans l'histoire des États-Unis, c'était l'opération de recherche et de sauvetage la plus intensive et la plus coûteuse, coûtant environ 4 millions, ce qui représente presque 100 millions d'aujourd'hui. On n'a jamais trouvé la moindre trace de Noonan, Earhart ou de son Electra. Ces erreurs auraient pu être évitées si Earhart avait eu une communication bidirectionnelle, mais son antenne ventrale a mal fonctionné. Certaines théories suggèrent qu'elle est tombée lors du décollage en Nouvelle-Guinée, mais sans preuve matérielle, il est impossible de le dire. Mais Earhart a confirmé avoir reçu des signaux sur son antenne en boucle. Sa boucle trouvait la direction avec des fréquences basses, mais recevait des signaux sur une large gamme. Si elle avait opté pour l'utilisation de la boucle pour toutes les communications, elle aurait pu recevoir les messages vocaux de l'Itasca, puis l'Itasca aurait pu lui demander de prendre un cap sur une fréquence plus basse, ce qui l'aurait guidé en toute sécurité jusqu'à l'île Howland.
Lorsque j'ai débuté mes recherches pour cette vidéo, je pensais découvrir que la disparition d'Amelia Earhart était inéluctable, que ce qu'elle essayait de faire était tellement difficile que rien n'aurait pu la sauver. Mais au lieu de cela, j'ai trouvé le contraire. Au moins 6 événements différents auraient pu lui permettre d'atterrir sans danger s'il s'était déroulé autrement. Donc, pour moi, cette histoire se résume à 2 choses, la connaissance et la responsabilité. Earhart manquait de connaissance des systèmes radio, ce qui lui aurait permis de spécifier la bonne fréquence de recherche de direction. Mais le commandant Thompson de l'Itasca avait cette connaissance. Il connaissait ses limites en matière de recherche de direction, mais il n'a pas pris la responsabilité de la corriger. Lorsqu'on tente une entreprise difficile, on a besoin de quelqu'un qui a les bonnes connaissances et qui prend également la responsabilité de faire les choses correctement. C'est ce dont vous avez besoin pour combattre le chaos et le désordre inhérent à l'univers. Sinon, ce que vous obtenez est un désastre,